Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. La vérité en face. Et la vérité en face ce matin sur cette France divisée hier pour le premier tour des législatives. Pour en parler ce matin, Frédéric Dabi est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bienvenue. Et notre invité ce matin c'est Richard Wehrli. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes correspondant au journal suisse Le Temps en France et auteur de ce livre La France contre elle-même, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui, aux éditions Grasset. Alors j'ai changé de journal, pardon. Je travaille maintenant pour Blick, le quotidien suisse. Et ben voilà, Blick. C'est ça, mais vous avez été longtemps pour Le Temps. Absolument. Et vos appels, je le disais, 0826 300 300. Oui, votre livre qui est particulièrement intéressant, on va y revenir dans un instant, parce que la France contre elle-même, ça veut tout dire. Ouais. Quoi, hein. Est-ce que d'ailleurs, un mot de commentaire sur cette élection d'hier soir, est-ce que la France a voté contre elle-même? Alors justement, est-ce qu'elle vote ou ne vote pas d'ailleurs contre elle-même, puisqu'il y a cette abstention record? Mais franchement, vu de l'étranger, on peut se poser la question. Ouais. Quand on regarde la France avec un petit peu de distance, on voit quand même que cette alliance de gauche a des promesses et des engagements qui, encore une fois, vu de l'extérieur de la France, paraissent assez irréalistes. Je pense notamment en termes budgétaires. Je vous parle de Suisse, ça ne vous étonnera pas. Donc on peut se dire que là, il y a quand même un vrai point d'interrogation. Et également cette abstention, dans une période aussi importante, marquée par la guerre en Ukraine, un président qui vient d'être élu et les Français qui ne vont pas aux urnes. On se pose franchement la question. Quelle est l'image, justement, qu'on a de l'étranger? Puis vous discutez beaucoup avec vos confrères étrangers aussi, qui sont correspondants en France, comme vous. Je dirais que l'image qui sort du premier tour d'hier, c'est d'abord quand même ce fond révolutionnaire, cette envie de toujours tout changer, c'est l'impression qu'on a de la France, c'est le caractère de la France qui ressort, vu de l'étranger, y compris des voisins européens. Or finalement, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un peu ça. Quand on l'entendait hier, c'est « je vais tout changer » et semble-t-il, les Français continuent d'y croire. Et d'autre part, un système qui apparaît complètement sclérosé, parce qu'un président aujourd'hui qui a été réélu, mais qui n'est pas capable, semble-t-il, ou qui aura des difficultés à emmener une majorité. Donc on se dit que le système est peut-être bloqué. Oui, Frédéric Dabi. Oui, je partage ce que Richard a dit. C'est vrai que c'est la première. Cette élection est en rupture avec les élections législatives précédentes. Traditionnellement, l'effet de souffle présidentiel fait que le président élu ou réélu, Jacques Chirac en 2002, a sans aucune difficulté une majorité absolue. Là, dans ce contexte particulier d'une réélection, d'une campagne atone, d'une majorité qui n'a pas fait campagne, d'une envie surtout des Français de rééquilibrer leur vote. Vous avez vu, Patrick, dans notre sondage jour du vote, IFOP Fiducial pour Sud Radio, Match et TF1, qu'une majorité de Français, 55%, souhaitent une cohabitation pour rééquilibrer les pouvoirs entre Emmanuel Macron. Envie de révolution d'un côté, oui, mais envie de rééquilibrer, voire en sanctionnant la majorité présidentielle qui fait quand même 6 points de moins par rapport à 2017. Mais Richard Wehrli, pardon. Wehrli. Dites-le simplement. Wehrli. On a l'impression, quand on voit l'abstention, que les Français sont condamnés à la défaite. Quelle défaite? Défaite démocratique, oui et non, parce qu'après tout, ne pas aller voter, c'est une forme de refus du système, donc c'est difficile. Ou de se dire, quoi qu'il arrive, si je vote, de toute façon, je n'aurai pas ce que je veux. Voilà, exactement. C'est-à-dire cette insatisfaction, et ça c'est l'autre caractère français, pour répondre à la question que vous me posez, c'est l'impression, et on le voit bien quand on va en reportage et qu'on dit tout de suite aux gens qu'on est journaliste étranger, la première réponse souvent c'est « Ah, ça va mieux chez vous ». C'est cette image, c'est cette idée que les Français sont fondamentalement insatisfaits, peut-être ont-ils des raisons, du système politique d'une part et de l'offre politique d'autre part. Oui, c'est ça qui conduit en fait à ça. Quand vous sillonnez en fait la France, quand vous échangez en fait avec les Français, est-ce que au fond c'est ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire qu'il y ait un changement permanent, ou alors c'est une angoisse peut-être aussi de l'avenir, quoi? Je crois qu'il y a la volonté chez une partie d'entre eux, bien évidemment, on le voit dans les résultats, il y a la volonté d'un changement radical, ce sentiment que le pays est ligoté par ces contraintes européennes. Et là, de ce point de vue-là, franchement, c'est pas spécifique à la France. Ce bloc d'opinion qui veut changer les choses et qui notamment est insatisfait des contraintes européennes. Pourquoi? Changement radical parce qu'on estime qu'aujourd'hui il n'y a plus d'alternative, qu'il y a une seule politique à mener, c'est cette politique, je dirais, contrainte par les règles de Bruxelles. Ça, c'est très frappant. Il y a une partie de l'électorat qui pense ça. Et franchement, la Suisse, un pays non membre de l'Union européenne, vous imaginez que c'est un sentiment très dominant aussi. Mais une autre chose, moi, qui me frappe, c'est cette contradiction permanente des Français. Et je crois que je suis pas le seul à le penser. À la fois, ils veulent la révolution, et en même temps, ils sont quand même assez conservateurs, et ils
attendent tout de l'État. Donc on se dit que comment on peut arriver à une solution quand on a des ambitions tellement contradictoires. Oui, c'est vrai. Frédéric Dabi, dans les attentes des Français, est-ce qu'on a vu une évolution lors des différentes balises sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur un peu toutes ces attentes, comme le disait Richard Verly. On les a bien vues, y compris pendant le rolling présidentiel. Déjà, oui, il y a une focalisation, une obsession pouvoir d'achat, mais n'oublions pas que la santé est devenue la première préoccupation des Français. Et on l'avait vu dans une balise IFOP fiduciale pour Sud Radio dès septembre 2019, avant même que le Covid ne survienne, parce qu'il y avait cette inquiétude sur l'accès aux soins, sur la renonciation aux soins, sur les déserts médicaux. Déjà, en septembre 2019, il y avait la situation dramatique de l'hôpital. On lance une enquête flash, mais ça fait maintenant 3 ans que les Français, voire plus, le savent. Et puis, il y a cette question du pouvoir d'achat, sans oublier les thèmes régaliens, l'insécurité. Il y a peut-être eu un effet Stade de France qui a érodé le score. Il y a eu un effet Stade de France. Il y a peut-être eu un effet Stade de France qui a érodé. Quand on voit le score de tous les candidats En Marche qui se sont représentés, qui étaient systématiquement en retrait par rapport à 2017. Je fais une hypothèse là-dessus, mais en tout cas, le pouvoir d'achat a complètement structuré la campagne des législatives. Et c'est vrai que la mesure de la NUPES, 1500 € sur le SMIC, ça a pu, à mon avis, mobiliser. Mais est-ce qu'il ne manque pas aussi des grands barons de la politique? Parce que peut-être que Mélenchon, de ces grandes figures aujourd'hui derrière lesquelles on se positionne, ce qui est Mélenchon, et en face, il y a peut-être personne, surtout. Oui, probablement. Alors vous me demandiez là encore quelle est la vision vue de l'étranger. Mélenchon, c'est un peu le politicien français parfait vu de l'étranger. Il parle très bien, il manie le rêve à satiété, il promet beaucoup de choses qui semblent quand même impossibles. Donc de ce point de vue-là, il joue parfaitement son rôle. Ce qui est surprenant, c'est qu'en face, Emmanuel Macron a beaucoup tardé à faire campagne. Et finalement, il a fait campagne lui-même, puisqu'il y est allé lui-même. Et là, c'est toujours la même chose qui revient. Aujourd'hui, Frédéric parlait de déserts médicaux, et vraiment c'est un thème qui est revenu tout le long de mon reportage, mais il y a aussi une autre chose, c'est ce désert politique dont vous parliez, qui se résume à l'affrontement de 3 grandes personnalités, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, et ça, à partir du moment où c'est si frontal, bien évidemment, dans un pays tellement, je dirais, plein de convulsions comme la France, ça peut être explosif. Oui, est-ce que, Richard Verly, Emmanuel Macron n'a pas une image plus favorable à l'étranger, hors de nos frontières, que à l'intérieur de nos frontières en France, quoi? Bon, à l'intérieur de la France, il a quand même encore le soutien d'une partie notable de la population, et il a été réélu. Mais oui, vous avez raison. Alors ça dépend sans doute des pays. Mais pour les pays européens qui entourent la France et pour, je dirais, les démocraties occidentales, il est perçu comme un leader qui fait le job, comme un leader qui a une stature très française lui aussi, avec ce qu'il faut de rhétorique, de capacité à manier le verbe, ça c'est très important quand on regarde la France. Donc oui, il est perçu comme un président qui a été relativement efficace, mais maintenant ça s'étiole un peu, parce que tout simplement on voit que lorsqu'il est confronté à un opposant redoutable comme Jean-Luc Mélenchon, eh bien le socle macronien vacille. Oui, Frédéric Dabi. C'est très intéressant, nos échanges. Ils se font comme si la présidentielle n'avait pas eu lieu il y a un mois et demi. Comme si Emmanuel Macron n'était pas arrivé en tête. Comme s'il n'avait pas progressé en pourcentage et en voix au premier tour et au second tour. C'est ça aussi l'enseignement de ce scrutin législatif. C'est un scrutin où il y a des éléments de sanction, comme si la présidentielle n'avait pas eu lieu. Ça montre à quel point les Français veulent rééquilibrer le pouvoir. Il y aura peut-être une majorité absolue, on le verra dans la semaine et dimanche prochain, dans les soirées IFOP fiduciale Sud Radio. Mais comme également, ce second mandat s'annonce compliqué, puisque on voit dans l'esprit des Français, il n'y a pas eu de rupture. On est sur une continuité liée à Emmanuel Macron, qui a toujours un socle de soutien fort, mais qui reste minoritaire dans le pays en termes de popularité. Ce qui est assez incroyable, c'est que ça a même surpris, y compris Marine Le Pen, qui, dans un premier temps, disait que elle ne faisait pas trop campagne, parce qu'elle s'attendait à ce qu'il y ait une majorité absolue, en disant les Français vont légitimer leur vote. Quoi. Elle-même, elle se tirait en fait une balle. Quoi. Elle n'y croyait pas. Alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, de son côté, effectivement, elle a eu tort. Elle a été lucide sur le plan de l'analyse, même si c'est vrai qu'il y a un vrai contre-exemple hier. Traditionnellement, en 81, en 88, il y a une majorité relative, et aux 4 derniers scrutins, dans le contexte du quinquennat et d'inversion du calendrier électoral, les législatives confirment pleinement, voire amplifient l'élection présidentielle. Emmanuel Macron fait 24% en 2017 au premier tour, En Marche et le MoDem font 32%. Et là, c'est vrai que
s'est complètement battue en brèche. Et c'est vrai qu'elle a eu tort de se placer dans une posture d'analyse et pas dans une posture politique, de dire rien n'est joué. C'était le coup de génie de Jean-Luc Mélenchon. Élysée au Premier ministre. C'est une stupidité institutionnelle, mais c'était très fort politiquement pour mobiliser la gauche. Et les Républicains aussi, qui n'ont pas véritablement mouillé la chemise, si je puis dire, pour être présents. On va continuer, Richard Verly, avec vous dans un instant aussi. La France contre elle-même, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui. On va s'arrêter justement sur votre livre, votre reportage. Vous avez sillonné le pays. C'est aux éditions Grasset. Vous allez nous raconter pourquoi ce titre, pourquoi cette ligne de la démarcation jusqu'aux fractures d'aujourd'hui. Restez avec nous, 9h43. Bien sûr, vos appels 0826 300 300 si vous voulez poser des questions. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. La vérité en face. Et la vérité en face ce matin sur cette France divisée avec Richard Wehrli, qui est correspondant d'une journal suisse, Blick, c'est ça. Blick, voilà, c'est en France, et auteur de ce livre, La France contre elle-même, de la démocratie de 1940 aux fractures d'aujourd'hui, aux éditions Grasset, à lire absolument. Qu'est-ce que vous avez voulu faire, Richard Wehrli, avec votre livre, parce que vous avez sillonné la France pendant des années, du Jura jusqu'au Béarn, notamment, et donc vous avez voulu suivre l'ancienne ligne de démarcation et vous avez remarqué des similitudes avec les fractures françaises d'aujourd'hui, c'est ça ? En tout cas, sur le terrain, elles sont apparues évidentes. Le point de départ, il est assez simple. C'est d'essayer de répondre à une question. Est-ce que la France peut disparaître ? Vous vous souvenez quand même que pendant la campagne présidentielle, un candidat, notamment Éric Zemmour, en avait fait quasiment son thème, la disparition de la France. Il se trouve que moi, je l'avais interviewé et que je voulais répondre à cette question. Or, il y a une période durant laquelle la France aurait pu disparaître, c'est 1940, c'est incontestable. Tout était là pour qu'elle disparaisse, la débâcle, l'occupation, etc. Or, la France n'a pas disparu. Et c'est ça qui est formidable. Et le long de cette ligne de démarcation qui coupait la France en deux, qui n'a aucune autre raison que d'avoir été imposée par l'occupant nazi après la victoire, et parce qu'il voulait au fond ne laisser au régime de Pétain que la France pas très utile, où il n'y avait pas d'industrie, etc. Eh bien, vous vous apercevez que les Français, lorsqu'ils se sont trouvés confrontés à cette déflagration énorme de la débâcle, eh bien, ils se sont ressaisis, et malgré la ligne de démarcation, ils ont travaillé ensemble. Ce qui est formidable, c'est cette ligne de démarcation qui était supposée les diviser, les a rassemblés. Alors, il y a eu, je le dis toujours, et il faut jamais l'oublier, une proportion de salauds durant cette période, parce que c'est comme ça dans les pays en guerre, pour des raisons soit idéologiques, soit simplement de lâcheté, mais il y a eu des choses extraordinaires, et la France a tenu. Au fond, la France s'est vue comme un pays avec des passerelles pour surmonter la ligne, alors qu'aujourd'hui, on parle de fractures, c'est là le rapprochement. Oui, mais alors les fractures, est-ce qu'il y a une autre ligne de démarcation aujourd'hui, dans notre pays, à travers un clivage politique ? Une orientation et une idée de la France. Mais je pense qu'il y en a finalement trois, et c'est bien le problème de la polarisation de la France d'aujourd'hui. Il y a une ligne de démarcation sociale, qu'on pourrait appeler sociale et écologique, pour reprendre les termes de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une partie des Français qui veulent un gouvernement avant tout social, c'est-à-dire un gouvernement qui paye, pardonnez-moi de dire ça, qui signe des chèques. Il y a une partie des Français qu'on pourrait qualifier de raisonnables ou centristes, qui se rendent bien compte que le monde est compliqué et qu'il y a des contraintes, et que les contraintes économiques, elles s'imposent à tous. Et il y en a enfin un dernier, le pôle un peu Marine Le Pen, qui pense que de toute manière, ce qui est en danger, c'est l'identité française et qu'il faut tout faire pour la sauver. Voilà, et ces trois démarcations-là, je ne vois pas toujours comment on arrive à les franchir. Vous avez dit un mot tout à l'heure, vous avez dit ce mot utile, et c'est vrai que pendant la période des Gilets jaunes, beaucoup de Gilets jaunes se disaient l'image qu'on renvoie de nous, c'est d'être inutile. C'est exactement ça. Et moi, c'est dans cette France que j'ai traversée, qui est, je le répète, la France de la ligne de démarcation. C'est une France bien particulière. La ligne de démarcation longeait le littoral atlantique, qui lui était occupé par les Allemands, et elle piquait ensuite vers l'est jusqu'en Suisse. Elle traversait la France centrale, si vous voulez. Et cette France-là, rurale, une France souvent d'élevage, de petites villes, de petites exploitations agricoles, elle se sent inutile. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que de se sentir inutile. Quand vous êtes en plus dans un système français extrêmement vertical, extrêmement centralisé, où tout remonte à l'Élysée, quand vous n'avez même pas, par exemple, pardonnez-moi de citer la Suisse, la démocratie directe,
comme remède pour exister, eh bien, vous êtes désemparés. Ça c'est intéressant, Richard Wehrli. Qu'est-ce qu'on pourrait appliquer qu'à la Suisse, qu'on pourrait appliquer éventuellement en France, en termes de démocratie, puisqu'on a une crise, on a une véritable chiffre. Aujourd'hui, c'est vertigineux, 52,5% des Français qui n'ont pas voté. Et encore, quand on va sur les catégories les plus jeunes, c'est-à-dire les 25-34 ans, on descend on monte jusqu'à 70% d'abstention. Effectivement, alors là, je me tourne vers Frédéric, mais ce qui est frappant, c'est que ce chiffre d'abstention, moi, je le relie à un autre chiffre. Dans toutes les enquêtes d'opinion, une bonne majorité de Français, près de 70%, disent vouloir de la démocratie directe. Ouais. C'est quelque chose qui revient systématiquement. Donc je dirais, si on veut s'inspirer de la Suisse, et croyez-moi, la Suisse n'est pas un modèle à plein d'égards, c'est un petit pays à côté de la France avec plusieurs langues, ce n'est pas comparable. Ouais. Néanmoins, deux choses. Premièrement, la démocratie directe, sous une forme ou sous une autre, mais donner la parole pour de bon, et j'insiste sur le pour de bon, à savoir que quand les gens votent, vous respectez leur choix. Et vous ne faites pas après des espèces de négociations pour diluer l'affaire. Ça, c'est la première chose. La démocratie directe, sous une forme, je le répète, ou sous une autre. Ouais. La deuxième chose, c'est une vraie décentralisation. Parce que les régions françaises... écoutez, on en a une décentralisation. Mais non, l'ensemble des budgets des 13 régions françaises, c'est l'équivalent du seul budget de la Bavière en Allemagne. Ouais. Le seul budget de la Bavière, c'est les 13 régions françaises. Donc c'est une fausse décentralisation. Les pays qui ont une vraie décentralisation, l'Allemagne ou la Suisse par exemple, savent ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la décentralisation? C'est l'argent, c'est la capacité de mener des projets de manière quasiment autonome, bien évidemment en lien avec le pays au sens large. Donc voilà, moi je dirais décentralisation, démocratie directe, et enfin une chose dont je parle beaucoup dans le livre, et ça ramène à la France de 1940, la réhabilitation des Français ordinaires. C'est-à-dire les gens ont envie qu'on leur fasse confiance pour ceux qu'ils sont, ils n'ont pas toujours envie de donner les clés à une soi-disant élite qui gouverne en leur nom. Mais vous dites aussi une chose importante, vous dites que si la France tient bon, si j'ai bien compris, c'est quand les élus finalement désobéissent à Paris. C'est assez vrai, alors il faudrait nuancer. Ce qui était frappant pendant la guerre, effectivement, c'est que l'occupation nazie et la débâcle a abouti à une zone non occupée, je parle donc de la zone sud, qui officiellement était gérée par le régime de Vichy, mais le régime de Vichy n'avait quasiment pas d'autorité dans plein d'endroits, parce qu'il d'abord il n'en avait pas les moyens, et ensuite il y avait au-dessus de lui quand même des Allemands qui menaient la danse. Eh bien, oui, quand les Français se trouvent finalement confrontés localement à des enjeux, quand ils n'ont pas ce verrou parisien, eh bien, la liberté, parfois, elle est bien utilisée. Et au fond, une chose qu'on pourrait dire, et une troisième chose que je pourrais rajouter, on a dit démocratie directe, on a dit décentralisation, un peu de liberté dans le système. C'est-à-dire libéraliser quand même quelques éléments. Vous savez, le libéralisme, et encore une fois, pardon, je parle avec l'exemple suisse en tête, ça fait du bien des fois, parce que les gens ont envie de responsabilité. Oui, mais là, c'est un peu l'inverse à travers le vote quand même de l'Alliance de gauche, quoi. Vous avez absolument raison. Parce qu'il y a en France une contradiction dans les termes. Les gens voudraient, quand je les interroge, avoir plus de responsabilités. Ce ne sont pas les mêmes, mais ça peut, y a un clivage, quoi. Ça peut aussi être les mêmes. Moi, je me souviens de discussions avec les Gilets jaunes, comme vous en avez sans doute eu beaucoup, où ils disaient d'une part, on veut être entendu, et d'autre part, qu'est-ce que l'État nous donne? Il y a une contradiction dans les faits, et très franchement, là, je ne sais pas comment la gérer. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il manque une personnalité, peut-être... très forte, vraiment au-dessus de la mêlée en France. On a souvent parlé pendant la campagne de la présidentielle, et tous les politiques ont voulu faire référence au général de Gaulle, qui semblait en fait un peu au-dessus. Donc quand vous y revenez un tout petit peu, vous, à travers justement votre livre, de la démarcation de 40 aux fractures d'aujourd'hui, est-ce qu'il nous manque un père ou une mère, ou une mère de la bien nation. sûr, aujourd'hui. Alors là, le débat serait historique et large. Ce qui est certain, c'est que si vous prenez 1940, une chose dont je suis convaincu après ce voyage que j'ai fait le long de la ligne de démarcation, c'est que le fameux mythe gaullien que De Gaulle a réussi, c'est-à-dire à fond à réinventer la France battue tout de même, et à la projeter comme victorieuse, il a pu le faire parce que pendant la guerre, les Français s'étaient retrouvés, et même s'ils étaient divisés à cause du conflit, il y avait un sentiment de solidarité qu'il a su politiquement fort bien exploité. Il faut les deux, je dirais. Il faut un chef, ou en tout cas un leader, et il faut aussi une société qui est prête à l'accepter et qui est prête à bouger avec lui. Aujourd'hui, il n'y a peut-être ni l'un ni l'autre. Oui, Frédéric Dabi, en complément, c'est peut-être ce déficit démocratique d'une démocratie directe qu'on reproche à travers ce vote finalement d'hier, ou pas?
Oui et non, je dirais quand même que la vous êtes bien français, vous. Hein. Ni-normand, même si... Non. Oui et non. Enfin, la clarté dans la confusion. Quand je regarde notre sondage jour du vote et les précédents, pourquoi les Français ne votent pas? C'est un déficit de résultats, un déficit d'efficacité. L'idée que le politique, c'est pour ça, oui et non, parce que c'est complémentaire. Ouais. Le politique ne change plus la vie, le politique ne transforme plus le quotidien. Maintenant, c'est vrai que les Français sont en attente de plus de respiration démocratique, contrairement à ce qui a été dit par plusieurs personnes. La Convention citoyenne, même si elle a donné des résultats mitigés, la démocratie participative, le fait que les citoyens participent à l'élaboration de la décision est soutenu, même si les Français ne veulent pas de confusion des rôles. C'est le politique qui prend la décision finale. Donc plus de démocratie directe, mais sans confusion des rôles. Ouais. Est-ce que ça veut dire... Une chose là-dessus, vous savez, l'idée du Conseil national de la refondation qu'a lancé Emmanuel Macron. Moi, j'ai été quand même assez étonné. Il a immédiatement, ça a été présenté comme une idée de pure communication, mais cette idée d'assembler tout le monde, d'avoir des citoyens tirés au sort qui, parmi d'autres, aux côtés des élus, aux côtés des partenaires sociaux, donneraient leur opinion, eh bien, moi, j'ai d'ailleurs fait un éditorial dans Blick en disant que c'était pas une mauvaise idée. Il y a quelques fois où il faut peut-être contourner les institutions, mais comme le dit Frédéric, sans les remettre en cause. Oui, mais bon, vous avez vu il y a probablement de l'opportunisme derrière, électoral, puisque on n'en a pas du tout parlé pendant la campagne de la présidentielle, et tout à coup, à 4 jours du premier tour des législatives, alors que la majorité... Le timing était déplorable. Voilà, oui, c'est ça. Merci en tout cas d'avoir participé. Frédéric Dabi, on vous retrouvera chez Valérie Expert dans les grands débats tout à l'heure, et Richard Verly. Merci, la France contre elle-même, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui, et on a appris au passage aux aussi éditions Grasset. Aux éditions Grasset, qu'il y a Blitz, donc journal en fait suisse. Le plus gros tirage de Suisse, blick.ch/fr. Qui est à Zurich. Absolument, et maintenant en édition française. Mais maintenant en édition française.